à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte les sujets qui vous intéressent et qui vous concernent. Alors ce mois-ci, on parle avec nos invités de transmission. Transmission de son patrimoine, c'est sans doute la première chose qui vient à l'esprit quand on évoque ce terme. Mais nous avons aujourd'hui décidé de faire un pas de côté et de parler et de mettre en lumière une transmission un peu différente, celle de son histoire et de ses valeurs. Dans tous les cas, c'est un sujet qu'il faut anticiper ou tout le moins auquel il faut réfléchir. Alors nous avons autour de la table avec nous aujourd'hui Aude Braque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biographe hospitalière. Vous êtes une passeuse de récits de vie, mais nous allons y revenir évidemment dans un instant. Et puis en face de vous, nous avons Marie Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire, vous, dans le Finistère. Marie, alors avant de vous entendre toutes les deux, je vous propose d'écouter les réactions d'hommes et femmes croisés dans la rue et à qui nous avons posé cette question de savoir ce que signifiait pour eux la transmission. Écoutez. Bon, moi, il se trouve que je suis musicien, donc la transmission, c'est quand même quelque chose que j'ai exercé assez souvent dans ma carrière. Transmettre, pour moi, d'abord, c'est transmettre un savoir. Tout de suite, je pense directement, par exemple, aux compétences, aux valeurs qu'on transmet surtout à ses proches, ses enfants, quand on en a. Donner des choses qu'on connaît à d'autres gens, comment des valeurs, et ça peut être aussi physique, quoi. On transmet l'amour, déjà l'amour à sa fille, et puis au petit dernier, et puis le savoir-vivre, les cuisines, voilà, donc toutes les coutumes. L'importance de transmettre pour moi, c'est vraiment transmettre l'essentiel. Et pour moi, c'est l'amour, en fait. C'est ce qui me... en fait, mais voilà, voilà. C'est pas mal. On essaye de transmettre des valeurs. Pour moi, ça me semble être vraiment l'essentiel. Je veux dire qu'il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que dans le partage se trouve la source du bonheur, quoi. Il y a d'autres à dire. Voilà, qu'est-ce que vous inspire ces propos, mesdames, peut-être Aude, pour démarrer ? C'est très beau. C'est magnifique d'entendre ces réponses. Et ça fait vraiment écho à ce que j'entends aussi. Oui. Et ce qui est retranscrit dans les récits de vie. Que vous recueillez donc à l'hôpital. On va revenir en détail sur votre métier. Et vous, Marie, c'est vrai que les notaires ont peut-être ce prisme très patrimoine quand on parle de transmission. Là, on n'est pas tellement là-dedans. Hein. Non, c'est vrai qu'on a le biais du patrimoine, de la transmission patrimoniale, mais transmettre, c'est d'abord un sujet de société. C'est sociétal. On se transmet à travers le temps des valeurs également, et pas uniquement du patrimoine. Le patrimoine n'est qu'un support parmi toutes les choses qu'on a à transmettre en réalité. Ouais, c'est une continuité, c'est une façon de faire perdurer quelque part des traditions. Éventuellement des traditions, maisons de famille, tout ça. Aude Braque, alors je disais donc en préambule que vous étiez biographe hospitalière. Alors avec ces deux termes, on a déjà un petit peu une idée de ce que cela revêt. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste quand même votre métier ? La biographie, c'est accompagner une personne dans l'écriture de son récit de vie, à la première personne. Et la biographie à l'hôpital, c'est accompagner cette démarche auprès de la personne malade et de la personne gravement malade. Moi, j'exerce en service d'hémato-oncologie, donc le traitement des cancers. Et je suis auprès, particulièrement, des personnes malades depuis un certain nombre d'années et en fin de vie. Et alors, justement, vous, votre rôle, c'est quoi ? De proposer une forme d'atelier d'écriture ou vraiment de mettre une vie en mots ? Alors, je peux aussi proposer des ateliers d'écriture, c'est vrai. Mais la première chose qui est proposée aux patients, c'est effectivement d'écrire un livre, un beau livre qui leur sera offert et qui sera un projet là où il n'y en a plus. Vous êtes malade depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les projets, ils se sont raréfiés énormément. Et retrouver cette dynamique de projet pour une belle œuvre, forcément, ça va redynamiser la personne, l'apaiser et peut-être la décentrer, la décaler, au moins le temps des entretiens, du pourquoi elle est là, c'est-à-dire sa maladie et les soins. Et c'est une forme de soin aussi, finalement. Vous proposez une écoute empathique aussi pour ces personnes. Tout à fait. Dans le service où je travaille, je suis intégrée au parcours de soins, en fait,
en soins palliatifs, c'est-à-dire dans le panel des soins de support qui existent, comme la socio-esthétique, comme les huiles essentielles, les massages, eh bien, il y a ce massage de l'esprit qui est la biographie hospitalière. Marie Perron, je voulais vous poser la question du notaire, du rôle du notaire en fait dans la transmission de manière générale. Je crois que le rôle du notaire dans la transmission, c'est de sensibiliser d'abord à la transmission. Il faut pas écouter la personne qu'on a en face de nous et lui expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est trouver le juste milieu entre la liberté et les contraintes qui sont imposées par le droit, éventuellement par la fiscalité. Et tout ça, effectivement, ça s'explique et ça demande un petit peu de temps. Aude Brac, le travail que vous avez, vous, choisi, il est quand même assez atypique. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir l'exercer ? Alors moi, je suis journaliste de profession, de presse écrite. J'ai toujours aimé voyager à travers les personnes, les écouter, écrire aussi, bien sûr, mais d'abord les rencontrer. Et à une période charnière de ma vie professionnelle, en 2018, j'ai lu le portrait d'une biographe en Normandie. Je me suis renseignée sur le site internet d'une association qui s'appelle Passeurs de mots et d'histoire, qui était mentionnée dans cet article. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Ça fait tilt. Et peu à peu, je suis rentrée en formation. Et puis, j'ai changé de métier. Mais c'est pas si loin quand même. Et c'est effectivement se former parce que tout ça ne s'improvise pas. Alors, pour bien comprendre comment se déroule ce travail de biographie avec vous, Aude, nous sommes rendus à l'hôpital de Saint-Brieuc, vous exercez, où vous avez accompagné une personne sur plusieurs séances. Vous œuvrez donc toutes les deux à mettre en récit, à mettre par écrit son héritage. Et c'est un reportage signé Émilien Bernard. Entrez. Bonjour Madame Le Swarn. Bonjour Aude. Est-ce que je vous dérange ? Non, pas du tout. Comme chaque semaine, Aude Brac lance la discussion avec Janine. Alors la semaine dernière, on s'était dit que ce serait pas mal de parler de vos passions aussi dans ce livre. Mais mes passions, comme vous le savez déjà, c'est plutôt l'écriture. J'en ai eu d'autres aussi. C'est la photo, par exemple. Et alors cette passion pour la photo, ça a commencé quand ? Pour cette patiente, très entourée et choyée par sa famille, le regard extérieur d'Aude permet de dévoiler autre chose de sa vie. Quelquefois, je veux écrire sur le travail, d'autres sur la retraite, d'autres sur ma maladie, d'autres sur mon enfance. Moi, je ne veux pas être une légende. Je veux raconter ma vérité. Comment les choses se sont passées à mon niveau. Et bon, ils en feront ce qu'ils voudront, mais cette transmission familiale-là, elle m'est très chère, en fait. La transmission est ainsi au cœur du travail de la biographe, qui se considère avant tout comme une passeuse. Le livre, relu et corrigé par les patients, prendra place parmi les souvenirs. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire, ou des merci qu'on n'a pas formulés, et pourtant on aurait dû. La proposition, elle vient rencontrer un besoin d'un bilan, d'une relecture de sa vie. C'est un livre à titre familial, publié à titre privé. Donc, il s'adresse à la famille, aux amis, à l'entourage. Après, moi, je ne sais pas à qui il va être distribué. C'est la vie du livre. La démarche, encore rare à l'hôpital, est gratuite, car la biographie est considérée comme un soin à part entière, au même titre que l'hypnose ou la sophrologie, par exemple. Quand on a un cancer, surtout au stade palliatif, c'est très difficile physiquement, c'est très difficile moralement. Et tout ce qui peut apporter quelque chose de plus dans le quotidien qui est difficile et aider à avancer, c'est vraiment très important. Et les patients apprécient beaucoup, leurs proches aussi d'ailleurs. Une fois terminé, le livre est offert en 2 exemplaires, mais la famille peut en commander davantage. En 4 ans d'exercice, Aude Brac a ainsi raconté les histoires de vie d'une 60aine de personnes. Voilà Aude Brac pour ce reportage où on vous voit clairement en action. Alors là, on a un exemple de ce qui se passe avec Janine, mais ça se passe pas toujours de la même manière. C'est vraiment en fonction de la personne et de ses besoins, de ses envies. Oui, et puis c'est pas forcément dans une chambre d'hôpital.
Parce que la personne, si elle doit rentrer à la maison ou être hospitalisée dans un autre service, un autre hôpital, je vais la suivre pour suivre les entretiens. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont choisir de se lancer ou pas dans ce travail avec vous que vous proposez gratuitement? Là, on l'a compris dans le cadre de ce service. Gratuitement parce qu'il ne peut pas y avoir de reste à charge à l'hôpital. Pardon, je réponds à votre question. C'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux, pourquoi? D'abord la confiance, je pense que ça passe par la relation. La première rencontre est décisive. Si le courant passe, c'est gagné. Mais d'autres personnes refusent. Là aussi, il y a beaucoup de raisons. La peur de ne pas aller jusqu'au bout, d'être rattrapé par la fatigue, la mort. J'entends aussi parfois, ça sent le sapin. D'accord. Voilà. C'est écrire son livre. Pourquoi on me propose ça? Oui, parce qu'on peut considérer aussi que sa vie n'a pas suffisamment peut-être de côté extraordinaire pour être mise en récit. J'entends aussi cet argument-là. Alors que finalement, c'est... chaque vie est très riche. Surtout ces générations qui ont connu une enfance complètement différente de la nôtre et de celle de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. On entendait justement que là, c'était destiné à la famille. C'est pas toujours le cas. On choisit à qui va être destiné ce livre. Bien sûr, chacun est libre. Ma première biographie, je l'ai réalisée avec une dame qui n'avait pas d'enfant et qui l'a destinée à sa nièce, l'aînée de ses nièces. Oui, les personnes ne vous assimilent pas en tout cas à un notaire et au côté testamentaire de la démarche. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je ne reçois jamais de recommandations pour les obsèques, pour l'après-obsèques. Non, je ne crois pas que ce soit arrivé. Alors, au contraire de vous, sans doute, Marie, puisque vous recevez notamment cet outil que tout le monde connaît quand on parle de transmission et d'héritage, qui est le testament. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de cet outil législatif? Alors le testament, déjà, c'est ce qu'on va appeler la dévolution volontaire. Ça veut dire qu'on décide à la place de la loi. D'accord? La loi, elle va venir en creux quand on n'a pas choisi par testament. Et donc, il y a différentes formes de testament en fonction des situations. Et le testament ne doit pas être un inventaire de choses, d'accord? C'est quelque chose qu'on va mettre en concert juridique qui va organiser la transmission, le thème de l'émission, de son patrimoine. Attention, je rebondis rapidement, nous non plus, on n'a pas vocation à recueillir les volontés dans le cadre d'un enterrement, parce que le testament, par définition, il est ouvert après. Donc souvent, les gens viennent nous voir. Donc on fait part de ses intentions pour ses obsèques assez proches de son vivant, et le testament, c'est une autre affaire. Vous disiez effectivement quand il n'y a rien de décidé, quand il n'y a pas de testament, c'est la loi qui décide. Il se passe quoi finalement alors Effectivement, la loi décide pour nous. Si jamais on n'a pas fait la démarche active de faire un testament, c'est ce qu'on appelle la dévolution successorale. Très simplement, le conjoint, les enfants, la loi décide pour vous si vous n'avez pas fait le choix. Oui, le testament permet peut-être de favoriser une situation, et ça en dit beaucoup finalement sur ce qui était important pour nous dans la vie. C'est ça, le testament, c'est vraiment marquer les choses importantes, un bien qui a un intérêt particulier, une relation avec une personne, privilégier son conjoint, parfois au détriment de ses enfants, privilégier un enfant dans une situation un peu plus de vulnérabilité. C'est vrai que le testament exprime une façon de transmettre. Aude Braque, on entendait 4 ans d'exercice, une 60aine de livres déjà à votre actif. Qu'est-ce que les gens, globalement, mettent dans ces écrits? Alors, c'est différent selon chaque personne, mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté de ce qui se retrouve souvent dans ces pages? C'est vrai que l'enfance occupe les 3/4 des pages. L'enfance est très prégnante dans ses récits et avec souvent des détails vraiment très précis. La maison natale, sans eau, sans électricité. L'arrivée de la première machine à laver, de la première voiture. Voilà, des choses marquantes comme ça. Et puis bien sûr, la construction de la famille, la rencontre avec le conjoint, la naissance des enfants. Finalement, le travail occupe une place
assez négligeable, sauf dans les cas de création d'une entreprise, dans les cas d'une exploitation agricole aussi, qui s'est agrandie. Oui, où l'histoire familiale est très en proximité avec le travail. Voilà, et qui a accueilli la modernité. Donc avec des dates, avec des échéances, voilà, une chronologie. Et vous disiez, la première question que vous posez quand vous démarrez le travail, c'est à qui ce livre est destiné, parce que finalement, ça fait changer le récit, ça fait évoluer ou réfléchir au récit qu'on a envie de raconter. Disons que ça donne une perspective, parce que la personne qui a écrit son récit, elle ne va pas l'offrir à moi. Bien sûr, on discute, elle et moi, mais elle ne s'adresse pas à moi. Donc, c'est un peu comme quand on écrit une lettre, on s'adresse à quelqu'un. Si la personne me dit « je souhaite offrir ce livre à mes petits-enfants », eh ben moi, ça va m'aider ensuite à rebondir. Et à vos petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez leur raconter sur tel ou tel événement ? Qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore de vous ? Vous posez des questions, mais parfois les gens sont très prolixes aussi, sans doute. Vous avez peu besoin d'intervenir, ça arrive, ce cas de... Ça dépend des personnalités. Il y a des personnes très bavardes, d'autres moins. D'autres qui vont aussi m'expliquer que telle période de la vie, elles ne souhaitent pas en parler. Oui, parce qu'il y a parfois des épisodes douloureux dans la vie, ça vous... Sans doute. Sans vous l'entendez. Oui. Votre travail, il se fait dans la confidentialité aussi, c'est important de le préciser. Totalement. Ça, je le précise dès la première rencontre. Je ne connais pas leur dossier médical et les médecins n'ont pas à connaître le contenu de nos entretiens. De même que je prends des notes sur un cahier et je rendrai les notes à la fin des entretiens à la personne ou à la famille. Je n'enregistre pas pour qu'il n'y ait pas des fichiers qui puissent ensuite se balader sur un téléphone recyclé ou autre. Alors, dans l'intitulé de notre émission, mesdames, il y a aussi ce mot d'anticiper. C'est une notion, évidemment, qui est très chère à votre profession de notaire, Marie Perron. Quand est-ce qu'il faut se poser quand même la question de cette transmission, une nouvelle fois, au sens large ? Est-ce qu'il y a un âge, un moment particulier ? Question classique de nos clients, anticiper avant de mourir, j'ai envie de dire. Effectivement, il n'est jamais trop tard. Alors, il faut anticiper avant de soi-même devenir vulnérable, de perdre sa capacité. Il faut être en pleine possession de ses moyens pour avoir une volonté éclairée et une transmission éclairée. Ça, c'est évidemment sur le point de vue purement civiliste. Ce qui va également temporaliser la transmission, évidemment, ça va être la fiscalité. La fiscalité est soit incitative, soit un frein. Et pour les gens qui nous regardent, le savent peut-être, effectivement, on a un barème de l'usufruit. On fait souvent des transmissions avec une rétention de l'usufruit. Donc, globalement, on va donner la nulle propriété à ses enfants. Et cet usufruit change tous les 10 ans. Donc, effectivement, on a des barèmes, des âges clés. Donc, il faut retenir 51, 41, 61, ces dizaines avec le 1, qui vont temporaliser la transmission. Au niveau de l'assurance vie, il y a aussi l'âge de 70 ans. Il y a des éléments forts comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter son notaire qui saura vous éclairer dans cette temporalité. Et effectivement, transmettre, ça se fait pour des raisons... anticiper, ça se fait pour des raisons fiscales, mais c'est aussi un outil d'apaisement, dites-vous. Pourquoi, Marie Perron ? Ah oui, il faut... nous, on invite les gens qui font un testament. Alors, évidemment, on est comme vous, on est soumis au secret professionnel, on le conserve, il ne sera ouvert qu'au décès, sur présentation d'un acte de décès. Mais on invite les gens... à informer les familles de ce qu'ils ont mis dans la mesure du possible dans le testament pour un petit peu apaiser le traitement successoral. Le testament peut faire l'effet d'une bombe si les héritiers ne sont pas au courant. Si on a choisi de privilégier le deuxième conjoint, ça peut être très mal vécu par les enfants. Et il faut éviter de placer des intentions dans le défunt qu'il ne les a pas, qui n'a pas voulu ça. Donc on invite les futurs défunts, les testateurs, à effectivement transmettre cette information à leur enfant plutôt que effectivement ouvrir le testament et que ça soit mal perçu. Oui, parler, c'est important. Aude Brac, vous êtes venue avec un des livres que vous avez donc rédigé avec une des personnes que vous avez suivies. Comment ça se passe justement à la remise de ce livre, que ce soit à la personne ou à ses héritiers ? Alors quand la personne est encore en vie, j'ai la joie de lui remettre le livre dans sa chambre à l'hôpital ou à domicile. Et en cas de décès, j'attends toujours 8-9 mois
avant de recontacter la famille et de remettre le livre à la personne qui a été désignée précisément par l'auteur du livre. Nous nous rencontrons en général dans une pièce au rez-de-chaussée de l'hôpital pour que la famille ne soit pas obligée de remonter au 6e étage, là où il y a des souvenirs douloureux. Sachant que ne serait-ce que de se garer sur le parking de l'hôpital, c'est parfois un peu lourd. C'est un peu difficile. Donc s'il le faut, je vais venir à domicile remettre le livre. Mais en aucun cas l'envoyer par la poste. Et alors, quand c'est la personne, l'auteur finalement, ou l'autrice qui le reçoit, il y a une grande joie, vous me disiez, c'est finalement quelque chose de très joyeux, ce moment. Oui, c'est très émouvant aussi pour nous deux. C'est très valorisant pour la personne de recevoir son livre en 2 exemplaires, qui est un beau livre. Et puis, ça ouvre une perspective. Voilà, je vais l'offrir. Et alors, quand c'est les héritiers qui le reçoivent, vous disiez, là, les réactions sont plus mitigées. Parfois, les gens n'osent pas l'ouvrir. Non, parce que je fais un paquet cadeau, toujours. Mais voilà, le paquet n'est pas toujours ouvert. Mais après tout, pourquoi pas ? Il sera ouvert en son temps. Voilà, chaque chose, effectivement, chaque personne perçoit les choses de manière différente. On l'a dit, hein, les destinataires sont souvent la famille, mais ce n'est pas uniquement le cas. Il y a parfois d'autres personnes qui rentrent dans la boucle, des amis d'enfance, de la commune où on vit. Et c'est vrai que la succession, Marie Perron, ce n'est pas toujours qu'une affaire de famille. La famille ne peut pas être exclue de l'héritage, mais il y a d'autres possibilités aussi. Effectivement, en France, on ne déshérite pas ses enfants. Hein. C'est la partie réservataire, la réserve. Parfois, le conjoint est également réservataire. Mais transmettre, c'est parfois continuer un combat d'une vie, faire des choix qui sont la continuité de la vie. Je pense au chef d'entreprise qui va effectivement choisir de transmettre son entreprise à un enfant repreneur ou pas enfant, enfin voilà, sous réserve de ce qu'on a dit. C'est préserver de l'emploi, c'est chercher à transmettre un savoir-faire, à ce que ça continue. Et évidemment, on pense à toutes les personnes qui vont faire des legs et des associations pour continuer cet engagement, que ce soit pour les animaux, enfin toutes les associations que l'on connaît qui sont capables de recevoir ces legs. Merci mesdames, on va poursuivre cette émission dans quelques instants, mais tout de suite nous allons accueillir Anne-Sophie Louis pour notre chronique actu de ce mois de février. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors on commence par parler d'un départ à la retraite serein grâce à la mise à jour d'un simulateur. Expliquez-nous. C'est ça. Sur le site info-retraite.fr, vous avez un simulateur dans 15 jours des dernières réformes de 2026 qui va vous permettre de générer votre relevé de carrière, vérifier vos droits, savoir quelle va être le montant de votre pension de la retraite, à quel âge vous allez pouvoir partir, les trimestres requis, selon votre situation personnelle. On aura une petite actualisation courant de l'année, mais il est à jour aujourd'hui. Bonne nouvelle donc. Une information qui concerne maintenant les candidats à l'adoption. Ils ont désormais obligation de fournir une attestation d'honorabilité. Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors l'attestation d'honorabilité, elle est obligatoire désormais sur tout le territoire pour toutes les personnes qui vont travailler, soit de manière professionnelle, soit de manière bénévole, auprès de mineurs. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de condamnation au niveau du casier judiciaire, ni sur le fichier de violence sexuelle ou violente, afin qu'on puisse être effectivement en relation avec des mineurs. Et désormais, cette attestation d'honorabilité, elle s'applique depuis le 1er février, également pour les candidats à l'adoption. Dernière petite information, on augmente les limites de prélèvement sur les comptes des défunts. Expliquez-nous. Alors c'est vraiment une petite information financière parce que ça augmente vraiment légèrement. C'est qu'effectivement sur les comptes du défunt, la banque autorise toujours un certain montant pour les opérations urgentes, notamment les frais d'obsèques et autres. Et on passe de 5 910 à 5 965 € de possibilités de plafond pour les dépenses urgentes. Et même chose sur les frais de succession. On l'a dit dans les précédentes émissions, ils sont plafonnés. Mais sur les successions complexes, la banque peut prendre aujourd'hui 857 € au lieu de 850 €. Merci Anne-Sophie. Pour terminer cette émission, Marie Perron, je me tourne vers vous. Vous disiez, quand on parle de transmission, il faut oser. Qu'entendez-vous par là ? Oser passer la porte du notaire, savoir si on ne fait rien, est-ce que la dévolution légale dont on parlait tout à l'heure me convient ?
oser prendre les informations, oser anticiper. Oser en parler. Oser en parler, anticiper, c'est pas une fatalité. On ne va pas décéder le jour où on fera son testament. Aude Braque, si les téléspectateurs ont été interpellés, intéressés par cette démarche de biographie hospitalière, comment ça se passe? À qui il faut s'adresser peut-être, si c'est possible? Oui, c'est vrai que la démarche ne fonctionne que grâce à des dons. Il est possible de la soutenir en contactant le fonds LIAM, LIA2M, et le site internet fonds-liam.bzh. Voilà, grâce aux dons qui sont faits au fonds de dotation de l'hôpital de Saint-Brieuc, on peut avoir ce service disponible, si on comprend bien. Et la soutenir. Merci à vous, merci à toutes les trois pour cette explication de texte dans cette émission. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien. D'ici là, portez-vous bien.